Vous connaissez sûrement le concept Slow Food, c'est la contre-idée du fast-food et c'est surtout une association née en Italie dans les années 80. Aujourd'hui, les enjeux du bien manger sont de plus en plus visibles. Slow Food est une organisation internationale qui, cette semaine, réunit des cuisinières et cuisiniers de toute l'Europe à Bruxelles pour favoriser une cuisine durable et gourmande. On a la chance d'avoir intercepté quelques personnes de cette délégation pour vous parler bonne bouffe. Bonsoir Martha Messa, vous êtes secrétaire générale de Slow Food International. Vous travaillez entre l'Italie et Bruxelles vous avez organisé ce rassemblement avec tous ces cuisinières et cuisiniers cette semaine. C'est un grand moment quoi, pour votre association. Absolument, oui. Donc, c'est pas directement moi qui l'ai organisé, c'est des autres collègues, mais oui, c'est The Food qui l'a organisé. Et pour nous, c'est toujours bien d'avoir un moment où on rassemble des chefs cuisiniers, ou bien des activistes, ou bien des producteurs, parce que dans ces moments-là, il y a des échanges qui sont pleins d'énergie, mais aussi plein de bonnes propositions, bonnes idées et des solutions qui après vont être implémentées au niveau vraiment très pratique. Donc, pour nous, c'est toujours un très bon moment. Et ça se passe entre autres avec Ugo Federico. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef de chez Racine. On commence à vous connaître maintenant à Bruxelles, ce restaurant italien très traditionnel, mais très slow food aussi. Vous portez un pins. C'est important pour vous. Vous êtes italien d'origine, de Capri, et puis vous favorisez aussi cette cuisine durable dans un restaurant gastronomique. Oui, tout à fait. En fait, bien évidemment, en Italie, on connaît le food depuis longtemps. Et pour moi, la philosophie de food, c'est ma philosophie de vie parce que effectivement, il faut penser au futur, il faut manger durable, il faut manger bien et il faut quand même communiquer aux gens. C'est pour ça que Racine fait ça depuis le tout début de 2015. C'est de passer un message, travailler local, bien sûr. Nous, en italien, donc on déconfine un peu, on retrouve des produits italiens chez nous. Mais tout ce qu'on essaye de faire, c'est de retrouver tout ce qu'on peut trouver en Belgique, on utilise ça en Belgique et on est en Belgique. Si on n'arrive pas avec le bon parmigiano ou des fromages ou les crues italiens, là, on de l'huile, on vient d'Italie. Mais toujours calculer, se poser la question de l'intérêt général pour la slow food. Autour de la table, Boris Ferron aussi, bonsoir. Vous êtes le cofondateur de Mazette, un café, restaurant, brasserie coopérative avec un concept hyper sympa à Bruxelles, novateur aussi. C'est pour ça que vous êtes sur le plateau. La slow food, c'était indispensable pour vous au moment de lancer ce projet. Slow food en général, slow boisson aussi. Oui, absolument. C'est retrouver le temps de préparer les choses, le temps de les déguster. Et Mazette, c'est ça, c'est recombiner un petit peu l'endroit où on transforme, on prépare les boissons et la nourriture avec l'endroit où on va les déguster. Manger, c'est un acte politique en fait qu'on pose tous 3 fois par jour et c'est important que les gens prennent conscience de cela. S'ils le font à la maison, il faut qu'ils le fassent aussi à l'extérieur quand ils vont au restaurant, au café. Et nous, on propose simplement qu'ils se réapproprient cette question politique à travers notre projet. Et on y reviendra sur votre projet Mazette qui est situé sur la place du Jeu de Balle. Sur ce plateau, Isabelle Bretonnier aussi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes diététicienne basée plutôt aux alentours de Paris et vous faites partie de cette délégation pour cet événement organisé par Slow Food parce que vous avez lancé un concept très innovant pour le coup, essayer de repenser les cuisines collectives. On parle de cantines, ce qui se retrouve dans les écoles, dans les EHPAD aussi comme on dit en France, c'est-à-dire les maisons de repos et de soins chez nous, tous ces endroits où finalement la nourriture, l'idée de nourrir les gens est la première idée, mais derrière, souvent, on oublie un peu les fondamentaux, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, la restauration collective, en fait, c'est vraiment nourrir énormément de personnes tous les jours, de la crèche jusqu'aux EHPAD. Et malheureusement, il y a eu des déviances où on a vraiment perdu une qualité alimentaire, on a perdu les techniques culinaires, on a perdu le plaisir à table. On est plus dans des situations de consumérisme et on est très loin de l'alimentation saine et durable. C'était votre constat et vous avez réussi à changer ça localement déjà ? Et oui, parce que j'aurai l'occasion de plus vous le dire, mais c'est vrai que moi, au départ, je suis plutôt une activiste parent. Qui était vraiment scandalisée par l'offre alimentaire qui était faite à nos enfants. Des barquettes plastiques produites dans des cuisines centrales, des fois 42 000 repas par jour. Et de la soupe aux additifs et aux perturbateurs endocriniens et aux résidus de pesticides. Donc voilà, j'en ai fait une reconversion professionnelle pour devenir diététicienne nutritionniste et j'ai rejoint après le collectif Les Pieds dans le Plat
Et je suis devenue formatrice pour la restauration collective saine et durable. Et nous avons monté ensemble une entreprise, une société coopérative d'intérêt collectif, une SKIC, qui s'appelle Nourrir l'avenir, que je préside actuellement à l'échelle nationale. Et nous accompagnons les collectivités avec une volonté politique forte pour aller vers des cantines 100% bio, 100% fait maison. Et on sait le faire et c'est moins cher que les autres modes de fonctionnement. Donc voilà, on a des bonnes nouvelles à vous annoncer. C'est tout bénef et vous venez l'annoncer, en parler, partager vos expériences avec ici le public bruxellois. Il existe des initiatives un peu pareilles. On pense à Turbine du côté de l'ULB, à l'université, qui fait ce travail depuis plusieurs années. Ils sont déjà venus sur ce plateau. Il y a les cuisines bruxelloises aussi qui essayent de tendre vers plus de durabilité. En tout cas, tout ça est en questionnement un petit peu partout. La slow food, avant, c'était une question qui touchait certains restaurants et aujourd'hui, en tout cas, on doit d'office se poser la question, on doit d'office se placer par rapport à ça. Martha, il y a un changement qui s'opère ici en 2023. Oui, et pas seulement en 2023, ça fait un peu le temps que ça a commencé et j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, Boris, que c'est un acte politique. C'est ça que nous on dit comme SoFood. Donc pour tout et chacune, c'est vraiment une question de prendre conscience que à chaque fois qu'on choisit un produit alimentaire, que ce soit au restaurant, que ce soit au marché, que ce soit je ne sais pas où, on est en train de voter pour un certain système alimentaire où il y a des gens qui sont impliqués. Il y a l'environnement qui est un bien commun pour tout le monde qui est impliqué. Il y a des gens parfois de l'autre côté du monde qui sont impliqués. Il y a notre communauté qui est impliquée. Donc c'est vraiment, comme SoFood, pour nous, la question c'est vraiment de dire on peut mettre ensemble les plaisirs, vraiment les bons plaisirs d'une bonne nourriture, mais ces plaisirs viennent que si ce produit, cet plat, cet café est fait avec des ingrédients de qualité qui respectent les personnes, l'environnement, le consommateur et aussi les animaux. Donc, c'est vraiment une question de bien-être global de tout le monde. Vous rassemblez donc différents chefs ici cette semaine avec différents ateliers qui sont proposés pour échanger des pratiques aussi et puis proposer un peu de joie aussi avec ces échanges. Hier, par exemple, il y avait une chef espagnole et une chef grecque qui proposaient un atelier poisson, transformation de poisson. Ça veut dire qu'on peut encore manger du poisson ? Absolument oui. Comme on peut aussi encore manger de la viande, la question c'est pas on peut pas manger ça ou ça, c'est question de... Après il y a une diététicienne ici donc je lui laisse plutôt les mots, mais c'est la question d'une alimentation équilibrée, respectueuse, liée aux saisons, liées à la tradition culinaire. Donc là aussi, il y a plein de choses qui viennent avec la durabilité parce que plein de produits sont nés pour éviter le gaspillage, pour respecter les saisons. Donc c'est vraiment une question de, oui, les poissons, oui, de façon respectueuse pour les poissons aussi, suivant les saisons et de façon durable qu'on puisse continuer à manger les poissons. Et ici, je sais aussi, Hugo travaille beaucoup avec les poissons. Donc, c'est vrai, on connaît chez Racine, il y a souvent du poisson, du poulpe, justement, on en a vu à l'image. Vous le travaillez et vous essayez de réfléchir aussi à... Nous, on a réfléchi beaucoup il y a déjà longtemps, mais on continue à changer tous les jours dans un concept de durabilité et une nouvelle alimentation, dans le sens on fait aussi de la viande chez Racine. Mais c'est tout réfléchi. En fait, quand on fait de la viande, on travaille avec des petits producteurs qui font des petits élevages, des vieux vaches de minimum 25 ans d'âge. Et même chose pour le porc, on travaille des porcs de minimum 8 ans d'âge. Donc déjà, le respect de l'animal, l'alimentation qui est saine pour eux, et ça devient une alimentation saine à table. Le poisson, c'était compliqué à un certain point il y a quelques années, parce que même si on achetait du poisson de pêche durable, pêche à l'hameçon, c'était pas certain en 100% que c'était ça. La traçabilité, c'était pas facile. C'est très compliqué. C'est beaucoup plus facile sur la viande. Et c'est vrai qu'il faut une alimentation qui est équilibrée. Il faut tout manger. C'est pour ça que dans nos menus, qui c'est 4 ou 6 services, il y a toujours un peu de viande, un peu de poisson, un peu de légumes. Et il y a un peu de tout pour arriver à la fin, avoir un repas qui est satisfaisant et en même temps qui respecte l'alimentation en général. Et si on mange de la viande et du poisson, pourquoi pas le faire quand on va au restaurant, quand c'est exceptionnel. Et justement, vous insistez aussi là-dessus, les plats que vous proposez dans les cuisines collectives doivent se baser sur le végétal, même si on peut y ajouter des viandes et des poissons par après, c'est le petit plus, plutôt que l'inverse en fait. En fait, le bilan, voilà, je ne vous apprends rien. On a un réchauffement climatique, on a un déclin de la biodiversité.
Du coup, pour agir concrètement, pour inverser cette fâcheuse tendance, il est évident que nous devons manger moins de viande. Alors nous ne sommes pas au collectif Les Pieds dans le Plat, nous ne sommes pas des végétariens, des véganes. Pour nous, c'est vraiment moins mais mieux. Donc mieux, c'est quoi? C'est moins en quantité et c'est aussi comme tu le disais, c'est des viandes en fait qui sont issues d'élevage avec du bien-être animal, des animaux qui vont dehors et du coup, c'est le label bio en fait qui nous assure ça. Donc après, faire de l'alimentation végétale, c'est pas aisé pour tous les chefs en restauration collective. Ça leur est tombé dessus comme ça avec une réglementation, une loi en France avec un repas par semaine végétarien. Mais c'est pas évident. Donc on est là pour les former. Nous avons 5000 recettes végétales qui marchent sur le terrain. Les enfants en redemandent. C'est basé sur la cuisine du monde. Mais c'est vrai qu'il faut changer cette philosophie. Finalement, la viande ou le poisson peut être un accompagnement. Et la base de l'assiette peut avant tout être des protéines végétales, des céréales complètes, des légumineuses, des fruits oléagineux, voilà. Et du coup, on va prôner une alimentation de modèle méditerranéenne, couplée à un modèle okinawa. Ce sont les deux modèles en nutrition qui vraiment sont garants d'une longévité et d'une bonne santé. Mais ça veut dire qu'il faut penser différemment, c'est vrai. Alors avec les enfants, c'est assez facile finalement. Mais les adultes sont très attachés quand même. Les adultes, qui ont eu l'habitude, on a habitué la bouche, l'estomac, les intestins aussi à certaines pratiques, à certaines nourritures, et du coup parfois c'est dur de s'en défaire. Mais cette cuisine doit être vraiment très épicée, très voilà, c'est la base d'une bonne cuisine végétale qui n'est pas enseignée. Vous n'allez pas me dire le contraire, quand on sort d'un CAP cuisine, en fait, on ne vous enseigne pas les fondements de la cuisine végétarienne, quoi. Donc, il faut donner du goût qui reste en bouche. Je vous propose de regarder une recette que vous avez présentée hier lors de l'atelier que vous avez donné avec vos collègues. Regardez ce que ça peut donner, par exemple, une bonne recette végétarienne qui peut être pensée pour une cuisine collective. On peut diversifier nos plats végés. D'ailleurs, c'est végéta plus, on va dire, plutôt que végétarien. Moi, je commence toujours avec une céréale, une légumineuse et me dire quel type de repas je veux créer. Est-ce qu'on est en hiver, en été? Est-ce que je veux quelque chose de réconfortant, comme un gratin, ou plutôt une assiette composée? Aujourd'hui, j'ai pris du millet pour faire une espèce de purée avec des légumes, chou-fleur et courges, qu'on roule, qu'on fait dorer au four. Tout ce qui est doré et croustillant, je pense que ça attire le mangeur. Et ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on donne la longueur en bouche. Et là, donc, tout simplement, en faisant revenir des oignons, j'ai mis du romarin et je déglace avec une sauce soja. Et on est chez Fermentsing à Bruxelles, donc on a eu de la chance d'avoir du soja fait maison ici. Et de finir avec un petit trait de vinaigre. Il a des très beaux vinaigres à partir de kombucha et des choses comme ça. Et à partir de cette base-là, je me dis, OK, quels autres légumes vont finir mon assiette? Et j'essaie toujours de penser des légumes qui vont être des légumes racines. Donc on a des carottes, on a les légumes bulbes qui sont allés dans la sauce lentille et des légumes feuilles qui nous donnent de la fraîcheur et quelques graines de tournesol torréfiées. Elles ont été aromatisées aussi. Idée de longueur en bouche, de texture. C'est la fin de l'automne, l'hiver, donc on a des champignons. Et c'est pareil, ça donne une belle quelque chose à mâcher. L'idée de texture, quoi. Donc même sur une assiette végé. Et ça veut dire qu'on a tout dans cette assiette-là. On a, au point de vue des protéines, complémentarité légumineuses céréales, on a des bons oléagineux, donc des bons gras, on a des fibres, mais aussi surtout, donc ce qui est important, c'est gustativement, culturellement, est-ce qu'on peut s'y retrouver? Donc je pense que j'ai essayé de travailler, donc c'est ça, tous les différents goûts, les textures, pour que le mangeur ait de la mâche, l'assiette a de la couleur, et on se dit, ah tiens, qu'est-ce qui se passe là? Ça peut faire peur, hein, mais peut-être que justement en parlant, en mangeant avec quelqu'un, on peut peut-être lui donner l'opportunité de commencer à goûter certaines choses. Et voilà ce qu'on peut imaginer dans une cuisine collective, et ça donne faim. Vous me confirmez autour de la table, ça a l'air très bon, hein, ce repas, et ça l'était. Oui. Je crois que vous l'avez goûté. Oui, c'était très bon. Alors, parlons un peu de chez Mazette, votre restaurant, concept. Cette idée innovante, c'est de produire de la bière directement servie au fût. C'est l'économie circulaire avant tout, que vous reproduisez dans vos idées de cuisine aussi, parce que vous faites du pain aussi avec tout ce qui vous reste.
Absolument. C'est l'idée, c'est que tout soit préparé, transformé sur place, que ce soit liquide ou solide. Et donc, on a la chance d'avoir dans notre équipe deux boulangers qui travaillent avec un pain au levain qui est fait maison, qui est cuit dans un four au feu de bois. Notre cuisine, d'ailleurs, se décline pas mal autour du pain garni, du pain à tremper, à tartiner, des choses comme ça. Et puis, toutes les bières sont faites maison. On a 8 bières différentes, des styles différents. Et en fait, avoir plusieurs métiers sur place, ça permet de jouer sur la circularité, de pouvoir composer avec les déchets, je mets des guillemets, pouvoir les revaloriser dans un autre secteur, donc la drèche dans le pain en cuisine, et puis tous les rebuts qui sont des déchets organiques, eh bien on les composte sur place aussi, et ça retourne directement chez le maraîcher qui est à 60 km de Bruxelles, à qui on achète nos légumes. Et donc voilà, la boucle est bouclée de cette manière-là. Et on met les artisans qui travaillent à Mazette au cœur de l'entreprise, puisque c'est une coopérative de travailleurs et de travailleuses, et qu'il n'y a pas de patron. On décide ensemble des actions à mener pour que Mazette se porte bien. C'est ça aussi parfois, la slow food, c'est de penser à l'organisation. Et votre projet, dites-moi si je me trompe, mais a vraiment été pensé pour ça, quoi. Vous avez créé Mazette en vue d'essayer d'être innovant sur comment aujourd'hui se nourrir, comment proposer des bières ou de la nourriture dans un restaurant, dans une brasserie, plutôt que l'inverse. Ça a vraiment émané de cette idée, allez, comment on peut y arriver? Absolument, ouais, je pense que les idées sont là depuis les années 80, avec le mouvement slow food, c'en est de la démonstration. Nous, le catalyseur, ça a été la crise Covid. On a vraiment, c'est un marqueur. Ça a changé la société. Ça a changé effectivement l'urgence avec laquelle il faut réagir aux enjeux climatiques qui s'annoncent face à nous. Mais de ne pas oublier le côté social, de mettre l'humain au cœur des projets, de valoriser les personnes qui sont engagées dans cette transition économique, écologique. Et pour nous, on est vraiment en train d'essayer de montrer que l'Horeca post-Covid, donc la restauration, les cafés, ça prend cette forme-là. Et donc, ça a pris les contours que lui imposaient les enjeux environnementaux et sociaux qui sont autour de nous. Et on a trouvé un espace qui est magnifique pour ça, et dans lequel on a toutes nos cuves de bière, on a le levain, les pompes, tout est servi. C'est un peu le vrac de l'Horeca, on a l'habitude de dire. Donc, il n'y a plus de petits contenants, on sert tout depuis les pompes. Donc l'économie circulaire comme concept aussi pour repenser l'alimentation. Est-ce que vous avez espoir, Martha, quand vous entendez ces projets, vous qui avez bien conscience de la réalité, si vous êtes basé à Bruxelles, c'est aussi pour faire du lobby auprès des institutions européennes. Est-ce qu'il y a un espoir? Est-ce qu'on avance vraiment dans la bonne direction, sans langue de bois? Parce que des événements comme ça, oui, c'est joyeux, c'est chouette et il y a plein de chouettes projets à présenter, mais est-ce qu'on peut espérer une amélioration? Oui et non. C'est-à-dire, la chose qu'on remarque beaucoup, c'est que surtout dans le mouvement slow food, dans le boulot que nous faisons, il y a tout ce tas d'acteurs comme vous autour de la table et dans tout le monde entier qui font partie de ce mouvement global, qui font des choses incroyables. Donc ici, on parle de cantines, de restos, de bières, mais il y a aussi des gens qui font des jardins potagers, scolaires. Il y a aussi les producteurs. Il y a on a un réseau de pêcheurs, des gens qui s'engagent dans le secteur de la pêche durable. On a un réseau de peuples indigènes qui s'occupent de toutes questions liées aux droits des peuples indigènes et leur rôle dans l'alimentation globale. Et donc, on voit tout ce tas d'actions incroyables, très concrètes, très directes, avec un impact très fort. En même temps, on voit des politiques qui vont un peu n'importe où. Donc, on voit surtout en Europe, maintenant, on a eu... Bon, ça a été vraiment dur parce qu'il y avait tout l'espoir avec le Green Deal, donc la proposition de la Commission européenne d'aller vers, par exemple, une réduction importante de pesticides. Ça a été entièrement annulé par le Parlement européen la semaine dernière. Il y avait l'espoir d'avoir une loi sur l'alimentation durable, ce qui aurait été nouveau parce qu'on a toujours parlé de politique agricole et jamais parlé d'une politique alimentaire, donc qui regarde tout le système alimentaire. Et ça aussi, on ne sait pas où ça va aller, mais on voit aussi ce qui s'est passé en Hollande avec les élections. Donc, en même temps, on parle de climat à la COP sur la crise climatique. On sait qu'ils vont parler de nourriture, mais on fait attention, on fait gaffe parce que la direction, c'est toujours celle de retenir le système actuel d'une production industrielle qui est prévalente. Donc, d'un côté, il y a la politique qui continue avec les choses qui sont comme ça, avec parfois des espoirs de changement. Et donc, on a la chance, on y fonce. Il faut y aller. Ouais. On voit les jeunes, ce qu'ils ont fait sur la crise climatique, Fridays for Future, ils ont dégagé une énergie énorme au niveau global pour essayer de changer des choses. Donc, pour nous, les bases du changement sont là, mais il faut que ça suive, et c'est pas encore tout à fait le cas. Oui, mais vraiment pour nous, ce qui s'est
absolument important que cet effort-là, ce qu'on voit par exemple sur ces tableaux, mais dans notre mouvement en général, ils sont vraiment la force du changement. Et c'est ça qui va informer les décideurs politiques. C'est pour cela que, par exemple, plus tard, Isabelle, merci, elle participera à un table ronde que nous avons organisé avec des représentants de la Commission européenne, précisément parce qu'ils puissent écouter directement de son expérience ce qu'on pourrait répliquer au niveau européen. Donc, on essaie de faire ça pour faire du plaidoyer en partant vraiment de l'expérience très concrète de... Et c'est ce que vous avez déjà beaucoup fait en France avec votre expérience personnelle qui s'est finalement transformée en coopérative et puis en très concret avec ces changements clairement pour la cuisine, la cantine collective de l'école de vos enfants, quoi. Alors oui, effectivement, on est dans le faire, on est sur le terrain. Et là, le département de la Dordogne, il y a une volonté politique extrêmement puissante. Germinal Perrault, le président, à la fin de son mandat, tous les collèges de ce département de la Dordogne seront en 100% bio, 100% fait maison à coût constant. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis on l'a fait en Île-de-France. Donc voilà, on est vraiment porteur d'exemplarité. Je pense qu'on peut le dire. Et surtout, c'est un modèle qui est réplicable. Et ça marche au niveau des prix, finalement, c'est moins cher que ce qui était fait avant parce qu'il y a le coût du plastique et tout. On arrive malheureusement à la fin de cette émission, il y a encore plein de trucs à dire. C'est très frustrant, je sais, mais on peut encore vous entendre, que ce soit dans les médias français ou même tout à l'heure. Mais donc, très concrètement, sur le prix, il y a un vrai impact, c'est moins cher de produire comme ça que comme on produisait à l'époque. L'école de Romainville, cuisine centrale, le prix du repas avant c'était 7,35 € tout compris. Aujourd'hui, une cuisine dans une école, 6,38 €, 100% bio, 100% fait maison, avec des dames qui étaient à 50%, qui étaient très tristes de mettre des barquettes plastiques sur la table et qui maintenant sont passées à plein temps et qui cuisinent et qui sont extraordinairement heureuses. Ensemble avec... Et 6,38 €, je comprends tout en fait, l'achat des équipements, la formation du personnel, donc ça va encore descendre et nous sommes en Île-de-France. Pour terminer, une information importante, nous allons ouvrir un centre d'éducation populaire à l'alimentation en Dordogne, dans une abbaye classée patrimoine de l'UNESCO, où tous les acteurs de la restauration collective de France, mais d'Europe, pourront venir se former dans ce centre à la restauration collective saine et durable. Et nous ouvrons aussi des modules cuisine du quotidien pour la société civile, pour permettre une accessibilité et un apprentissage pour pouvoir se nourrir pas sainement. pour les Bruxellois et Bruxelloises qui voudraient aller en Dordogne. Donc un exemple concret de ce qui est fait en France. Federico, chez Racine, en tant que restaurant commercial, est-ce que c'est des modèles que vous pouvez reprendre? Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'on s'en sort encore quand on est un restaurant avec toutes les crises qu'on connaît, tous les restaurants qui ferment? Il ne faut pas oublier aussi cet aspect-là économique. Oui, c'est pas facile, bien évidemment, mais quand même... si tu travailles sur les déchets, tu travailles sur l'utilisation de tout ce qu'il faut utiliser, bien évidemment, alors là, tu pourrais en sortir. C'est une situation compliquée. Bien bon. Notre rôle, pour le moment, au niveau pratique et surtout idéologique, c'est la communication aux clients. En fait, ce qu'on fait, il faut les communiquer parce que nous, on est la dernière voix de tout ce qui se passe derrière. Et c'est vraiment une chose qui le monde comprend. Moi, j'ai envie que tout le monde... j'ai une fille de 3 ans et demi, je demande tous les matins qu'est-ce qu'ils vont manger et je vois le papa qu'ils vont manger. Et les enfants, ils mangent tout. Si tu éduques déjà un enfant à 3 ans et demi et tu l'éduques de cette façon, dans le futur, on aura des teenagers de 20 ans qui sont beaucoup plus avant que nous. Et éduqués à comprendre aussi que derrière l'assiette, il y a tout un parcours. Il y a tout à fait. Comme vous le disiez. Racine, ça se trouve toujours chaussée d'Ixelles. Tout à fait. On peut venir y déguster des plats quand c'est pas plein. Il faut réserver parfois à l'avance. Ouais. Les plats de la nonna avec toute cette idée, évidemment, du traditionnel, mais du contemporain. Slow Food, vous continuez vos événements ce soir aussi avec un grand repas où vous mélangez tous les savoirs de chefs européens. Oui, c'est ça. Un grand repas, c'est au garage à manger. Je pense que c'est entièrement réservé, donc il n'y a pas plus de place, désolé. Mais je vous invite à rencontrer les gens, les chefs de Slow Food. Oui, donc, on voit l'affiche qui s'affiche, l'affiche qui s'affiche avec différents chefs, projets. Ici à Bruxelles, il y en a plusieurs aussi, c'est repris sur des sites internet. Oui. C'est un label aussi Slow Food. Quand on voit le Slow Food sur la devanture d'un c'est restaurant. Vraiment beaucoup plus en mouvement, donc on a utilisé ça pour communiquer, mais c'est vraiment beaucoup plus mouvement. Donc je vous invite tout le monde vraiment à aller rencontrer
voudrait par exemple partir de chef. Et j'invite tout le monde à participer parce que Slow Food, c'est fait tous les gens qui ont envie de faire avec, qui comprennent que manger, c'est un acte politique. Et donc, c'est vraiment, on a envie de faire ensemble parce que juste seulement comme ça, on arrive à faire les changements dont on a urgemment besoin. Besoin, ça, c'est plus une surprise, évidemment. Mazette, place du jeu de balle, on le disait, avec pas seulement de la nourriture et de la bière, mais aussi des événements. Vous organisez des concerts, des soirées concept. Ça continue, ça? Oui, tout à fait. Donc, il n'y a plus de place au garage à manger, mais on a un tournoi de pitches back, comme on dit à Bruxelles, donc le 421 ce soir à Mazette. Et on aime bien dire qu'on change le monde une bière à la fois. Donc on va y aller petit à petit en profitant. Et donc n'hésitez pas à passer boire une pinch. Voilà, donc ça c'est sur la place du jeu de balle. Et comme quoi des concepts traditionnels bruxellois peuvent aussi prendre la pente du durable et du circulaire. Merci à tous les 4 d'avoir été nos invités. Je vous invite vraiment à suivre ces différents projets, ces discussions, en espérant que tout ça avance dans le bon sens. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro d'Autrement.